J'avais 16 ans, on habitait à Leuven, donc à Louvain. Et bon, j'avais connu un jeune homme, bon, j'en étais amoureuse et il se passait ce qui s'est passé. Et j'ai su quand même directement que j'étais enceinte dès le départ. Moi, je n'ai rien dit puisque bon, j'étais évidemment honteuse parce qu'à ce moment-là, être enceinte sans être mariée, c'était vraiment un scandale. Donc mon père est allé voir les parents du jeune homme. Et c'est eux donc qui sont venus avec cette solution de faire adopter l'enfant. Moi, j'étais pas d'accord. Et alors mon père m'a dit, tu ne penses quand même pas que c'est moi qui vais l'élever? Si c'est pas lui qui va l'élever, qui alors? C'était un hôpital à Louvain où il y avait une sœur Cécile qui s'occupait de faire adopter les enfants, je vais dire. J'ai accouché, je sais bien, avec un masque. Et quand l'enfant est sorti, je sais que la religieuse m'a fait une piqûre. Et puis après, quand je me suis réveillée, je ne savais pas très bien où on était. J'étais un peu... Et le bébé, je n'ai pas vu parce que la religieuse me disait « il ne faut pas le voir parce que si tu ne le vois pas, tu ne seras pas attaché. Et tu auras d'autres enfants et tu vas oublier. » Voilà ce qu'elle m'a dit. Mais moi, j'étais déjà attachée, donc je me dis surtout pas le voir, pas le voir, pas le voir, quoi. Est-ce que vous l'avez entendu pleurer? Non. Non, j'ai juste senti sortir. C'est un manque de tous les jours, hein, de tous les jours. Mais oui, parce que, allez, c'est tous les jours. Le soir, on s'endort avec ce manque. Le matin, on se réveille avec ce même manque. Et même pendant la journée, il faut toujours mettre de côté. Des histoires comme celle de Léonia, il y en a eu des centaines, voire des milliers. Dans ce reportage, nous allons sillonner la Belgique, partir à la rencontre de ces femmes contraintes d'abandonner leur enfant. Le scandale a fait grand bruit dans les médias flamands. Honderden slachtoffers van gedwongen of illegale adoptie. Meer dan 700 vrouwen. In katholieke ziekenhuizen en instellingen tot in de jaren 80. En 2014, le Parlement flamand s'empare du dossier et en novembre 2015, il présente des excuses publiques suivies par l'Église catholique. La Flandre découvre une réalité longtemps passée sous silence. Bon, ils ont dit, ferme tes oreilles. Ils sont partis avec le père, mais également avec mon bébé. Elle m'a fait signer ce papier en disant que c'était vraiment mieux pour l'enfant. On m'a pris mon enfant, on m'a stérilisé. Des centaines d'enfants ont été arrachés à leur mère, victimes d'une société catholique très conservatrice. C'était une famille très catholique. Très. Les sœurs ont foutu ma vie en l'air. Des adoptions organisées, s'appuyant sur de véritables réseaux. Il y avait des évêques, des gynécologues, des juges, des avocats, etc. C'est clair que c'est pas légal. C'est du trafic d'enfants. Comment en est-on arrivé là? Ces pratiques ont-elles eu lieu aussi au sud de la Belgique? Et en Wallonie, je suis sûr. Je ne vois pas pourquoi on n'en trouverait pas d'autres. Ce soir, nous posons donc cette question. Adoption forcée, c'est arrivé près de chez vous? Notre enquête commence à Lommel, dans le Limbourg. Au bord d'un petit bois, un bâtiment en béton. Dès les années 70, cette institution baptisée Tamar accueille des femmes. En daar was daarachter was de living. Ja. De living en de keuken. Ja. Dat is de kamer, hè? Daar. Ja, dat is een kamer. Het is gewoon een nachtmerrie. Allee, heel die film komt terug, hè. Derrière ces murs, Annie et Cyrilla ont vécu l'enfer. En
septembre 1981, Cyrilla est enceinte de 7 mois. Son compagnon ne veut pas garder l'enfant, c'est lui qui l'amène à Tamar. Die is allemaal dus betusseld met iemand. Een sociale assistent. En 's morgens, ja, ben ik hier aangekomen. Les filles sont cloîtrées dans l'institution, gérée par des religieuses extrêmement sévères, comme ce jour où Cyrilla refuse de ranger sa chambre. 24 uur heb ik opgesloten gezeten op die kamer. Zonder eten, zonder drinken. Annie, elle, arrive en 1979, enceinte après un viol. Pourtant, les religieuses montrent très peu d'empathie. Dat kan bij iedereen gebeuren, hè. Als je zwanger raakt. Als je naar dansen gaat en je wordt verkracht door een Hollander. Daar kunnen wij niks aan doen. Hè. En als je dan niet binnenkomt en je dacht, je zit hier goed. Je wordt goed behandeld en zo. Maar je wordt hier behandeld in een hond. Dat is echt wel, dat lig ik niet voor. Ze scholden u uit? Ja, maar ze scholden me uit dat ik een dinges was. Hè. En een slet was en zo. Hè. Attirées par notre caméra, des jeunes filles sortent de l'institution, toujours active aujourd'hui, mais qui n'a plus rien à voir avec les pratiques d'autrefois. Maar nu is dat heel veel veranderd hier. Hè. Ik ben ook pas bevallen en nu zijn ze zo... Ja, hoe is dat nu hier zo? Die helpen je echt naar een huis zoeken. À l'époque, Cyrilla et Annie, elles, doivent effectuer des travaux lourds, sans rémunération. Ik moest de zwaarste mat pakken met een dik tonnetje. Een mat op een buik en dan op tafel leggen. En dan moest ik die matten kapot snijden met de mes en al. We hebben dus die kapot gewerkt. Derrière Tamar, un petit bois. Au terme de leur grossesse, les filles le traversent à pied pour rejoindre l'hôpital catholique de Lommel, à quelques centaines de mètres. Et là, le cauchemar commence. Cyrilla accouche sous anesthésie et quand elle se réveille... Het kindje was niet bij me. Lag het ergens anders? Ja. Hebt u het gezien? Ja, onder. Maar ik heb hem maar even gezien. Hè. En die verpleegster die kwam naar me toe en die zei, wat kom jij hier doen? Ik zeg, kom naar mijn kind kijken. En die werd kwaad en die pakte me met mijn arm. Ik zei, kijk, rustig, zei ik. Hè. Die pakte me met mijn arm terug naar die kamer, zei ze. Dat was heel brutaal. En de andere dag ben ik dan terug gaan kijken en zo is weg. Weg. Mais Cyrilla n'est pas au bout de ses surprises. De dag daarna kreeg ik ook te horen dat ik gesteriliseerd was. En ik wist van niks. Ik was 23 jaar. We hebben het alle twee meegemaakt, meidje. Kom. Annie découvrira quelques années plus tard qu'elle aussi a été stérilisée. Combien d'abandons forcés, combien de bébés arrachés à leur mère à Tamar. Depuis plusieurs années, Marlene Adriaans tente de faire toute la lumière sur ces pratiques. Touchée par les récits de ces femmes, elle a fondé l'association Mater Matuta. C'est impossible de donner des chiffres précis d'adoption forcée, parce que sœur Marie-Johanna a détruit des dossiers dans le jardin. Mais j'ai fait un calcul. J'ai compté le nombre de lits. Et entre 1970 et 1990, j'arrive à au moins 700 dossiers. Les religieuses appartenaient à la congrégation de l'Enfant Jésus. Elles ont géré Tamar entre 1970 et 1984. Aujourd'hui, elles sont toutes décédées. La dernière, sœur Alice, est morte en mai 2015. Marlene Adriaans l'a rencontrée avant son décès. La religieuse ne manifestait aucun remords. Elle disait qu'elle avait fait le bien. Elle ne se justifiait pas en fait. Elle était sur son petit piédestal et disait « On a fait pour le mieux pour ces filles.
We hebben het goed gedaan voor die meisjes. Dat was alles. Comment expliquer les pratiques à Tamar? Quel a été le rôle exact des religieuses? Pour tenter de répondre à ces questions, nous nous rendons à Oostakker, où se trouve le quartier général de la congrégation de l'Enfant Jésus. C'est là que vit encore Sœur Geert. Sœur Geert a travaillé pour un bureau d'adoption de Gand qui collaborait avec Tamar à Lommel. Nous lui demandons de nous accorder une interview. Ik ga dat niet doen. Die zaken zijn voor mij af. Ik heb mijn werk gedaan zoals het hoorde. En gedwongen adoptie, als bepaalde mensen dat gedaan hebben in het verleden, dan is daar dus niks meer aan te herstellen. Ik heb daar eigenlijk niks meer over te zeggen. Nous avons tout de même retrouvé une interview de Sœur Geert diffusée par la VRT en 2012. À l'époque, la religieuse est catégorique, les adoptions n'ont pas eu lieu sous la contrainte. Ik heb nooit geweten dat iemand onder druk gestaan heeft om een kind af te staan. Dat heb ik nooit geweten. Un point de vue saisissant, en complet décalage avec le récit des mères. Pourtant, c'est exactement le discours que tient le représentant des évêques devant le Parlement flamand en 2014. Pour lui, les jeunes femmes avaient le choix. On offrait aux filles deux possibilités auxquelles elles pouvaient se préparer. Accepter l'enfant ou le confier à l'adoption après la naissance. C'est pourquoi il est selon nous erroné de parler d'adoption forcée. Le représentant des évêques va même jusqu'à affirmer que le séjour à Tamar était pour les jeunes filles une expérience libératoire. Les filles n'étaient pas là contre leur gré. Elles avaient choisi avec leur famille ou d'autres personnes d'y séjourner durant leur grossesse. Pour la plupart, c'était une expérience libératoire. Des propos qui provoquent un tollé au sein des députés flamands. Vous vivez dans le déni total. Et vos paroles sont une énorme gifle à chacune des victimes. Mon estomac s'est retourné parce que je pensais que c'était l'occasion pour toutes les personnes concernées et aussi pour l'Église de faire un pas en avant. Mais avec ces déclarations, on fait deux pas en arrière. Finalement, l'Église présentera tout de même des excuses officielles en novembre 2015 et proposera son aide aux victimes. L'Église accepte-t-elle donc d'assumer sa part de responsabilité? Et quelle responsabilité? Nous rencontrons l'évêque d'Anvers qui s'est occupé du dossier en Flandre. Pour lui, il faut avant tout replacer les choses dans le contexte de l'époque. Le problème, il commençait pas dans l'église, il commençait dans une famille. Voilà, une fille, par exemple, de 17 ans, de 19 ans, était enceinte, elle n'était pas mariée. C'était ou bien une famille, disons un peu de bourgeoisie, qui ne voulait pas d'une fille enceinte dans la famille, ou qui ne voulait pas d'une fille donc, qui devienne mère non mariée. Quand on regarde ce qui se passe à Tamar, on peut dire que ces religieuses jouent un rôle actif. Actif, oui, mais ce n'était pas dans le cachet ou dans le secret, donc c'était tout ouvert. Il y avait, dans ces maisons-là, il y avait des médecins, il y avait aussi des personnes de la justice qui accompagnaient ces dossiers. Donc, voilà, et les sœurs étaient, disons, un élément où elles avaient un rôle actif, mais dans un système qui fonctionnait de cette façon-là. Des responsabilités partagées au sein de tout un système. Cette analyse, Marlène Adriaens ne la conteste pas, elle parle même de trafic d'enfants. Les gens de l'Église étaient aidés de juges, d'avocats, de gynécologues, etc. C'était en fait un réseau de trafic d'enfants.
Pourtant, vous trouvez que l'Église porte une lourde responsabilité? Mais c'est l'Église qui nous a appris que nous étions des pécheurs, que nous étions des pécheresses si nous tombions enceintes avant le mariage. Ils nous ont collé l'étiquette de servantes du diable. En Flandre, 80% des gens étaient catholiques. On écoutait les évêques. On écoutait monsieur le curé. Toute la société était sous le joug de l'Église. Comment de tels systèmes ont-ils pu être mis en place? Pour mieux comprendre, nous nous rendons à l'autorité centrale de l'adoption. Pour son responsable, le problème, c'est qu'à l'époque, on est dans un vide législatif. N'importe qui peut s'occuper d'adoption. Il y avait des intermédiaires à l'adoption qui étaient des particuliers ou des associations ou des services publics comme les CPAS et qui agissaient en matière d'adoption sans aucun contrôle. Donc il n'y avait aucun cadre légal, il n'y avait aucun cadre méthodologique. Comment est-ce qu'on accompagne des mères de naissance qui pensent confier leur enfant en adoption? Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de contrôle, il n'y avait pas d'inspection, il n'y avait pas d'autorité de tutelle. Et donc vous pensez qu'il pourrait y avoir eu des dérives? Et donc il y a vraisemblablement eu des dérives pendant ces années-là. Il faudra attendre les années 90 pour qu'un cadre légal se mette en place. Jusque-là, les dérives semblent aller bon train, car Tamar n'est pas un cas isolé. Le rapport du Parlement flamand évoque d'autres institutions, à Casterlee, Gand, Bruges, Ostende, mais aussi dans la banlieue d'Anvers. C'est notre destination suivante, arrêt à la Villa Bambino. Voici donc la Villa Bambino, dirigée par Thérèse Wandt. C'est ici, dans la Maison Rouge, que les filles étaient hébergées, des jeunes filles enceintes qui accouchaient. La plupart du temps, leur enfant était placé dans l'autre maison, à gauche, et ils étaient confiés à l'adoption. Voici une des rares photos de Thérèse Wandt. À l'origine institutrice, Thérèse Wandt est une fervente catholique. En 1950, elle crée l'œuvre d'adoption qu'elle dirige jusqu'à sa mort en 1977. 3000 enfants seraient passés par la Villa Bambino. Que s'est-il passé derrière ces murs? Les témoins de l'époque sont rares. Mais notre enquête nous mène jusqu'à Bieke Verreken. Un témoin très précieux puisque Bieke a travaillé 3 semaines chez Thérèse Wandt, une sorte de job d'été en juillet 1960. À travers ses yeux de jeune fille de 15 ans, elle perçoit une réalité qui la perturbe. En fait, dès le début, j'ai eu le sentiment que quelque chose clochait. C'était sans doute lié au caractère odieux de mademoiselle Wandt. Par miracle, Bieke a conservé une lettre qu'elle a écrite à ses parents depuis la Villa Bambino. Il y a une fille qui s'appelle Rachel. Elle est enceinte. Elle doit travailler dur. Pourtant, elle doit bientôt accoucher. Mademoiselle Wandt est une vraie teigne. Mais ce qui la trouble le plus, ce sont ces adultes, souvent très chics, qui viennent voir les bébés. Apparemment, c'était une espèce de commerce qui se tenait là. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Des gens venaient choisir des enfants, les acheter, on aurait dit. C'était dégoûtant. C'est comme aller chercher un chien dans un refuge. C'était une belle époque pour les marchands d'enfants. Vous parlez vraiment de commerce d'enfants? Oui. D'enfants vendus? Oui. Et qui étaient enlevés de France. Des bébés enlevés de France? Dans certains cas, effectivement, les jeunes filles sont envoyées clandestinement dans le nord de la France pour y accoucher. Des voyages évoqués dans le film de fiction flamand Little Black Spiders, sorti en 2012. Quand les contractions commencent, les filles sont emmenées en voiture et parcourent plus de 200 km, un trajet interminable dans la douleur. Hoe vaak komen ze? Om de minuut. Gaat dat hier nog lang duren? Gaat dat hier nog lang duren? Kom aan, zeg. Doe die! Help me! Stop die auto nu!
Je ne suis pas née en Belgique, je suis née en France. Ma mère biologique a accouché là-bas, sous X, à Villers-Semeuse. Villers-Semeuse, à 2 pas de la frontière belge. C'est dans cette clinique privée que la mère de Monica est venue accoucher en 1965. Sans doute parce que la grossesse devait absolument être tenue secrète. Parce que si tu accouches en Belgique, tu dois donner toutes tes données, ton nom, ton adresse, tout ça, et c'est très facile de retrouver la mère biologique. Si tu viens en France, tu demandes le secret, et tu ne dois rien donner, tu accouches et tu disparais. Détail important, l'hôpital est privé, il n'est donc pas obligé de déclarer la naissance à l'administration départementale. La petite Monica n'y restera que quelques jours avant d'être emmenée dans sa famille adoptive en Belgique, où une procédure classique d'adoption est alors lancée. Thérèse Want avait des courriers, des gens qui venaient ici avec la voiture. Au début, la femme enceinte. Et pour retourner, il y avait la plupart du temps 2 voitures, une la mère, dans l'autre l'enfant, et ils partaient de nouveau en Belgique, mais pas par la voie régulière, mais par des petites rues pour ne pas être vus. C'est clair que ce n'est pas légal, c'est du trafic d'enfants. Mais Thérèse Want est prête à prendre de tels risques, d'autant que la pratique semble rentable. Certains témoignages évoquent des sommes d'argent importantes. La femme que je connais, qui a accouché ici, en 1965, m'a dit qu'elle devait payer 1 million de francs belges. Qui paie? Les parents de la jeune fille ou la famille adoptive? Les témoignages varient. Les montants cités vont de 140 000 à plusieurs millions de francs belges. Mais rien de tout ça sur les documents officiels d'adoption qui affichent des sommes modestes autour de 5 000 francs belges par enfant. Le talon de ce document montre toutefois que les parents adoptifs sont invités à faire des dons à l'association, des dons qui se poursuivent parfois de nombreuses années. Et ces questions d'argent se doublent d'une véritable obsession du secret, qui peut aller jusqu'à la falsification des documents. Pour brouiller les pistes, on modifie parfois le sexe de l'enfant ou son lieu et sa date de naissance. C'est ce que nous confirme Ariane Vandenberg. Elle a présidé le panel d'experts mis en place par les autorités flamandes en 2014. Nous avons des cas, en effet, où les informations qui se trouvent sur l'acte de naissance ne correspondent pas aux déclarations des témoins, qui disent « je pense que j'ai accouché le 18 », alors que sur l'acte de naissance, il est écrit par exemple le 16 ou le 19. Et dans de tels cas, en effet, on peut se demander ce qui s'est passé. Comment, dans ces conditions-là, espérer retrouver ses origines? Monica, elle, mène des recherches depuis 23 ans. Elle a écrit des dizaines de courriers, est retournée plusieurs fois à la mairie de Villers-Semeuse, a insisté pour consulter son acte de naissance, mais à chaque fois, c'est la même réponse. Malheureusement, votre acte est vide. Il n'y a rien. Pour nous, la filiation du départ est annulée, si vous voulez. Après, il est sûr que votre filiation biologique existe bien, mais malheureusement n'est pas connue. Vous continuez les recherches? Je me bats toujours la tête contre le mur, alors je pense que ça s'arrête là. Combien de femmes belges ont accouché sous X en France? Difficile à dire, des centaines sans doute. Car d'autres hôpitaux privés français accueillent des jeunes filles venues de Belgique. C'est le cas de la clinique Villette de Malo-les-Bains, près de Dunkerque. Thérèse Want y a envoyé des filles, tout comme les religieuses de Tamar, à Lommel. Or, entre Lommel et Malo-les-Bains, il y a près de 300 km, une épreuve presque inhumaine pour les jeunes filles. Tout à fait inhumaine. Et c'est pour ça que je me suis toujours demandé, est-ce que tout le monde est rentré en bonne santé en Belgique? Marlène Adriaans nous emmène à travers le bois derrière l'Institut Tamar. Il est parsemé de petites chapelles.
Je trouve ça bizarre. On m'a dit que chaque sœur avait une petite chapelle. Mais moi, j'ai une autre idée sur la chose. Combien de femmes et d'enfants n'ont pas survécu lorsqu'elles étaient envoyées en France pour y accoucher? Parce qu'elles avaient perdu les os. Elles avaient des contractions. Elles devaient rouler 300 km vers la France. Est-ce que ce serait un cimetière? Ça fait des années que je me pose la question. Et beaucoup de gens me l'ont fait remarquer. Je ne suis pas la seule. Des questions sans réponse et aucun document pour le vérifier, puisque la quasi-totalité des dossiers de Tamar ont été brûlés. Du côté de l'œuvre d'adoption de Thérèse Wandt, ce n'est pas mieux. Dans son testament, Thérèse Wandt aurait exigé que tous les dossiers soient détruits après sa mort. Son assistante aurait ainsi brûlé jusqu'à 3000 dossiers. Pourtant, il reste encore des pistes, car Thérèse Wandt n'a pas complètement disparu. À Ottignies, dans le Brabant wallon, un service d'adoption porte son nom. C'est l'héritier de l'organisme anversois, aujourd'hui exclusivement francophone et bien éloigné des pratiques de Thérèse Wandt, même s'il a conservé son nom. Ce qu'il faut surtout savoir, c'est que depuis presque 30 ans maintenant, la manière de travailler de l'ASBL n'a plus rien à voir avec ce qui se passait à l'époque. L'idée de mettre le nom de Thérèse Wandt dans le nom du service, c'est une initiative de ma part, justement pour permettre aux adoptés de l'époque et aux mères qui ont confié leurs enfants à ce moment-là de nous retrouver. Michèle Van Echten dirige la ASBL depuis 1987. Elle va peut-être pouvoir nous en dire plus sur les activités de Thérèse Wandt. Je sais peu de choses dans la mesure où je n'ai pas retrouvé de documents qui racontent ce qui se passait à l'époque ou qui me donnent des éléments concernant la manière dont les dossiers étaient traités. Des dossiers dont malheureusement il ne reste plus grand-chose à Ottignies. Les dossiers sont limités à une fiche par famille et une fiche par enfant sur lesquelles j'ai quelques informations. Mais nous ne sommes pas venus pour rien, car nous apprenons que Thérèse Wandt était aussi connue en Belgique francophone, qu'il y avait même des activités. Il y avait un bureau à Liège d'ailleurs. Tout ce qu'on était surtout concentré autour d'Anvers, mais les candidats adoptants venaient de toute la Belgique. Et il y a eu des mères aussi qui sont passées par la Villa Bambino, par exemple, et qui venaient aussi de Wallonie. Je pense. Maintenant, voilà, je n'ai pas de détails par rapport à ça. Y a-t-il eu également des cas d'adoption forcée au sud du pays? Nous mettons le cap sur la province de Liège, direction Traux. Dans ce petit village bucolique, nous rencontrons Anne, 46 ans. Enfant adoptée via le service de Thérèse Wandt. Allez, à tantôt. Allez, à tantôt, hein. Olivier, à tantôt. Je suis née sous X en France et adoptée par des parents wallons, si on peut dire. J'ai encore, je vais dire, 2 frères et une sœur qui ont été dans la même situation, nés sous X en France via Thérèse Wandt et adoptés donc du côté de la Wallonie. Comme beaucoup d'autres enfants nés sous X, Anne ne connaît toujours pas sa mère d'origine. Pourtant, elle a remué ciel et terre pendant des années. Il y a 10 ans, elle participait à l'émission Envoyé spécial en France. Avec l'équipe de télévision, elle retourne dans la clinique privée de Malo-les-Bains, là où elle a vu le jour. C'est dur d'être dans l'hôpital où je suis née et de voir dans quel état il est. C'est vrai qu'on se pose, enfin, je me pose énormément de questions et... Enfin, c'est dur. C'est dur de savoir qu'il y a 27 ans, ma mère était là, quelque part dans cet immeuble, et qu'aujourd'hui, c'est moi qui y suis. C'est tout ce que je peux dire. Après l'émission Envoyé spécial, il y a eu aussi beaucoup d'articles dans la presse. Et suite à tout ça, j'ai été contactée
par de multiples personnes directement concernées par l'accouchement sous X, l'adoption. Et là, c'est une évidence que suite à tous ces appels, il y avait autant de parents, d'enfants, de mères biologiques de Flandre que de mères biologiques, parents adoptifs et enfants en Wallonie. Et il était aussi question d'adoption forcée dans les témoignages? Je dois dire que dans beaucoup. Durant notre enquête, nous entrerons également en contact avec une dame de Moignelay, à l'est de Charleroi. Elle affirme avoir abandonné son enfant sous la contrainte à la clinique de Malo-les-Bains en 1970 par l'intermédiaire de Thérèse Wandt. Elle n'a pas souhaité s'exprimer devant les caméras. Des abandons forcés en Wallonie, mais aussi peut-être en région bruxelloise. Car à Bruxelles, un autre organisme retient notre attention. Son nom, la Famille adoptive belge. Cette association, dirigée par un avocat, a cessé ses activités en 1996, mais ses archives sont conservées ici, à l'autorité centrale de l'adoption. Il y a 3000 dossiers, ce qui représente environ la totalité des adoptions réalisées par cette association. 3000 dossiers, assez complets, ce qui semble témoigner d'un certain sérieux. On peut avoir beaucoup de choses à dire sur le contenu de ces dossiers, mais ils existent au moins. Il y a une trace. L'organisme bruxellois est-il au-dessus de tout soupçon? Reach est convaincue du contraire. En 1969, elle doit abandonner son bébé sous la pression des parents de son petit ami, des notables anversois très catholiques. C'est la famille adoptive belge qui s'est occupée de l'adoption de l'enfant. Le bureau se trouvait apparemment ici, à 2 pas des étangs d'Ixelles. Reach avait 20 ans à l'époque. Elle ne se souvient plus très bien de l'endroit. Heureusement, un voisin vient à sa rescousse. Vous ne vous êtes pas trompé, c'est bien cette maison-ci, donc le numéro 11, qui était là, une maison d'adoption, effectivement. Oui, à l'époque, je suis rentrée ici. Enfin, je m'en doute que c'était ces maisons, mais c'était quand même ici dans la rue. Et j'ai dû signer des papiers. On ne m'a pas expliqué quel papier que c'est. Et après, on a pris mon bébé. Oula! Et les papiers, bon, ce sont mes beaux-parents qui m'ont forcé de venir ici. Hein. J'étais encore en minorité, c'est ça? Oui. On n'a pas retrouvé le document signé par Reach, mais il ressemblait sans doute à celui-ci utilisé par Thérèse Wandt. Sans s'en rendre compte, la jeune fille confie son enfant à l'adoption et s'engage à ne jamais faire de recherche quant au domicile de l'enfant. Reach est clairement manipulé. Mais la maison avait une très très bonne réputation en tout cas. Et alors je crois que, en tant qu'avocat, il avait la formation voulue que pour gérer convenablement les choses. Mais enfin, votre cas semble dire le contraire. Oui, je suis sûre que je ne suis pas la seule. Et vous êtes sûre que vous n'êtes pas la seule? Non. Pour moi, ce n'était pas prévu de donner mon bébé à quelqu'un d'autre. Et qui n'en voulait pas? Ce sont les beaux-parents et le père. Un jour, alors, on vous amène ici à l'hôpital. Oui. Reach est conduite en salle d'accouchement et là, tout est orchestré. Elle entend à peine le premier cri de son bébé. Mais seulement, ils ont dit, ferme tes oreilles. Ils sont partis avec le père, mais également avec mon bébé. Et donc après, j'ai demandé comment ça va avec le bébé. C'est que le lendemain, il y avait une nurse qui connaît un peu de flamand. Et elle a dit, oui, ça va avec Eric. Donc à ce moment, je savais que c'était un petit bonhomme. Le petit Eric est donc bien en vie. Pourtant, la belle famille va mentir aux parents de Reach. Quand ils sont venus avec maman, à côté de mon lit, c'est là qu'ils ont annoncé que le bébé était mort à la naissance.
Et la belle-mère, il me regarde avec ses yeux vraiment comme une mitraillette en disant « tais-toi ». Et bon, je n'ai pas osé de dire quelque chose. Tout le monde est là, en pleurant. Vous ne l'avez jamais dit à votre mère? Vous le dites plus tard? Ça a duré 3 ans avant que j'ai eu le courage de le dire. La famille adoptive belge a-t-elle fait d'autres victimes? L'ombre de l'organisme bruxellois plane en tout cas également sur l'existence d'Ella. Ella est une enfant adoptée. Elle a grandi à Anvers, mais sa mère d'origine vivait ici, à Uccle. En effet, c'est la maison de naissance de ma maman. Elle est née ici et elle a grandi ici. Oui, j'ai eu la chance... Nous venons à peine de commencer notre interview lorsqu'une dame pointe le bout de son nez dans la maison d'en face. C'est Marcella, la voisine. J'ai été ici il y a quelques années. Je suis la fille de Marie-Jeanne. Oui, voilà. Vous êtes une fois venue chez moi, oui, c'est ça. Voilà. La vieille dame a 91 ans. Elle a toujours habité ici. Vous vous souvenez de Marie-Jeanne enceinte? Non. Parce que du moment qu'elle attendait, on l'a enlevée d'ici et on l'a mis quelque part, mais je ne sais pas où. Elle a été dans une maison pour filles mères, quoi. Vous voyez? Et ils ont toujours caché ça. Parce que c'était une famille très catholique, évidemment. Et ils ont, pour les voisins et tout ça, ils ont caché tout ça. Hein. Et puis un jour, elle est revenue et elle n'avait plus de bébé? Ah non, on a placé ce bébé, hein, on lui a enlevé. Hein. On lui a enlevé ce bébé. Et ce bébé a été adopté, donc, madame. Elle a été adoptée quelque part, mais je ne connais pas où non plus dans les Flamands, quelque part, je pense. Anvers. Anvers, c'est ça, voilà. Oui. Donc, la mère d'Ella s'était retrouvée enceinte en 1967 après avoir rencontré un étudiant congolais. Ils avaient une vraie relation d'amour et maman est tombée enceinte. Mais pas question d'un enfant hors mariage, car les grands-parents sont laitiers, donc très connus à Uccle et très soucieux du qu'en dira-t-on. Ella grandit entourée de mensonges. Tantôt, on lui raconte que sa mère est morte, tantôt qu'elle est malade. Résultat, elle ne la recherchera vraiment qu'en 2007. Elle retrouve son identité, sa dernière adresse, mais les retrouvailles n'ont pas lieu. Vous avez eu l'occasion de rencontrer votre maman? Non, malheureusement pas. Au moment que j'ai enchaîné avec les recherches, elle était 2 mois décédée, mais je ne savais pas. Est-ce que vous savez si votre maman vous a cherché? Pendant les premières années après ma naissance, ma tante est allée avec ma maman demander à la clinique Saint-Jean où j'étais, mais ils n'ont pas voulu donner aucune information. Donc elle vous recherchait? Oui. Elle vous a sans doute cherché pendant un certain temps? Oui, sans doute. Je suis sûre. Combien de destins volés à Bruxelles et en Wallonie? Impossible de faire l'inventaire de tous les foyers qui accueillaient des filles mères au sud du pays, ni de prouver que des abandons d'enfants y ont été organisés. Pour cela, il faut des témoignages, il faut que les victimes sortent de l'ombre, acceptent de briser le tabou. Un pas que cette bruxelloise a décidé de franchir. Pendant des années, celle que nous appellerons Jacqueline a caché son terrible secret. En 1975, Jacqueline accouche à la clinique Sainte-Anne à Anderlecht et ici, c'est encore une autre association catholique qui semble impliquée. Le lendemain, voilà, il y a des représentants de l'association Caritas Catholicas qui viennent me faire signer les papiers de l'adoption et qui me font signer un papier en me disant que je n'aurai jamais le droit de rechercher ma fille. Jacqueline n'a que 16 ans, elle est à la merci des adultes qui l'entourent et qui se gardent bien de lui dire qu'elle a des droits. On vous a dit à un moment que vous aviez le droit de revenir sur votre décision pendant 3 mois? Non.
Oh non, il m'a pas dit ça. Non, non. J'étais une adolescente et paf. À aucun moment on ne vous parle de vos droits? Non. Non. Vous avez l'impression qu'on vous a volé votre enfant? Oui. Oui. Que j'ai... Voilà. Que j'y avais pas droit. Et qu'on me l'a pris parce que j'y avais pas droit. Enfin, c'est très compliqué. Je sais en tout cas que ça a perturbé toute ma vie parce que chaque fois que j'ai quelque chose de beau, je le donne et les gens me disent mais enfin, mais pourquoi tu le gardes pas? Je me dis qu'après ça, plus rien n'a de valeur pour moi. L'organisation évoquée ici est donc Caritas Catholica. Nous rencontrons le représentant de l'aile francophone de Caritas. Il tombe des nues. Il est peu probable que ce soit une de ces Caritas centrales qui soit intervenue, parce que nous n'avons pas de service social de première ligne. Par contre, il y a des Caritas locales ou diocésaines qui ont pu intervenir, mais à notre insu. Si des faits de ce type se sont déroulés, c'est extrêmement préoccupant et extrêmement grave. Donc, je pense que nous, comme responsables de Caritas, on doit assumer aussi cette responsabilité collective de faire la clarté sur ce qui s'est passé. En faisant des recherches, on pourrait trouver d'autres situations où des personnes ayant un lien avec Caritas Catholica soient intervenues? Je ne vois pas pourquoi on n'en trouverait pas d'autres. Ce nouveau témoignage confirme que l'Église catholique a joué un rôle majeur dans les abandons forcés. Aucune région de Belgique n'a été épargnée. Les excuses formulées par l'Église en novembre dernier concernent d'ailleurs le pays tout entier. Il existait partout, je ne le pense, je suis sûr. C'était le système de l'époque et pas seulement en Flandre. En Flandre et en Wallonie. Et en Wallonie, je suis sûr. Ah oui, absolument. Et donc, les excuses que nous avons présentées, c'est toujours au nom de toute la conférence. Donc, quand j'étais au Parlement, c'était au Parlement flamand, mais j'étais là comme évêque pour donner, voilà, au nom de la conférence des évêques de Belgique. L'Église et le Parlement flamand se sont donc excusés. À quand des excuses politiques au niveau fédéral? C'est le nouvel objectif des membres de l'association Mater Matuta. Die excuses die vind ik fantastisch en ik hoop dat dat ook naar het federale vlak wil gaan. Omdat dat toch ergens een erkenning is en dat je nu ook zonder schaamte daar kunt over spreken, dat je dan niet met de vinger gewezen wordt, want nu is het algemeen gekend. Mère de naissance cherche son enfant. Fille adoptée cherche sa mère de naissance, enfant à la recherche de sa mère. D'adoption, Thérèse One. Aujourd'hui, des centaines de personnes sont toujours à la recherche de leurs origines. Au nord du pays, un site de recherche a été mis en place par les autorités flamandes, des pages entières couvertes d'avis de recherche. À la Villa Bambino. Né à Malo-les-Bains. La Flandre envisage également de créer une base de données ADN. Le projet est encore à l'étude, mais c'est peut-être un nouvel espoir pour Monica, Anne et Jacqueline. Qui sait, la possibilité d'un happy end. Rich, elle a eu son happy end. Il y a 4 ans, son fils l'a retrouvé. Il avait 43 ans. Un jour, elle a trouvé cette lettre dans sa boîte aux lettres. Je me permets de vous écrire en français, car c'est ma langue maternelle. Et j'ai cru comprendre que vous le parliez également. Het is wel heel persoonlijk en ik ga hem zeker niet helemaal voorlezen. Si vous êtes bien ma mère biologique, sachez que je vous écris sans haine ni rancœur. Notre époque diffère qu'il y a 40 ans. Les mentalités ont changé et je ne vous juge pas négativement. Et tout le reste, j'aime bien tenir ça
privé, mais... C'était un moment merveilleux. C'est un moment, oui. Dès qu'on ouvrit cette enveloppe, c'était finalement, il m'a trouvé. J'ai lu quelques fois en tremblant, mais ce sont des sentiments. Allez, il n'y a pas de mots pour l'expliquer ça, mais c'est un bonheur. Je suis tellement heureux qu'il m'a retrouvée. Léonia a aussi retrouvé son fils. Il avait 23 ans. C'est euphorique, je veux dire. Ça s'est bien passé? Oui, oui, très bien, ça s'est bien passé. Et j'ai tout de suite vu que c'était mon fils. Pourquoi? Eh ben, je ne sais pas, quoi. J'ai su que c'était lui, je ne sais pas comment. C'était une longue attente. Les autres, ça ne faisait que 9 mois, mais lui, ça faisait longtemps. 23 années perdues? Oui, oui, perdu et pire que perdu. Malheureusement, les retrouvailles ne se passent pas toujours aussi bien. Cyrilla et Annie ont retrouvé leur enfant, mais aujourd'hui, le contact est rompu. Ik heb me al een paar keer de ene gebeld, maar dat vrouwke van mijn zoon, dat pakte me altijd op. Hè. En ze zei tegen mij gezegd, je hoeft niet meer te bellen, maar ze zal niet meer terugkomen. Ik heb maar 5 keer zelfmoord willen doen. En ik heb 2 keer tegen haar gezegd, als ik na mijn zoon niet weet, is het te laat bij mij, zeg ik. Dus dan kun je naar het kerkhof komen. Ik hoop dat ze aan mijn deur komt en zegt, mag ik binnen? En zeg ja, kind, kom binnen. Ella a quitté Anvers et est revenue habiter sur sa terre d'origine. C'est ici que les cendres de sa mère ont été dispersées. Maintenant, je sais qu'elle m'a aimée toute sa vie et elle est en moi. Elle est dans mon cœur. J'ai toujours senti, malgré tout, une force énorme de ma maman, tout au long de ma vie et de sa vie, qui continue encore. Elle est dans mon cœur, donc voilà.